Emmanuel Razavi, il a tourné dans tous les endroits chauds de la planète. Il va nous expliquer quel était son moteur, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est aussi passé ensuite à la rédaction en chef. C'est vraiment, Emmanuel, c'est toute une histoire de vie. Et puis alors là, le format de ce livre, c'est en fait Emmanuel qui est allé questionner des grands reporters qu'il a connus dans sa carrière, qu'il respecte, qu'il aime, des hommes, des femmes, avec une première question: pourquoi confession au cœur des conflits ? Alors déjà, bonsoir et merci de me recevoir, parce que c'est un plaisir d'être là. Alors, le livre, à l'origine, d'ailleurs, l'idée n'est pas de moi, c'est mon éditeur, Renaud Dubois, qui un jour m'a dit, nous étions en voiture ensemble, et m'a dit, écoute, tous les gens critiquent aujourd'hui, les Français critiquent les journalistes, et pourtant, quand on connaît votre métier, on a plutôt envie de vous admirer. Il faudrait que tu racontes l'envers du décor de ton métier. Et donc ma réponse a été non. Je lui ai dit que je ne voulais pas, parce que justement, on a une phrase dans notre métier qui est « ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain ». C'est en général assez mal perçu. Il y a quelques livres quand même de grands reporters, mais en général, c'est assez mal perçu. Il n'y a pas une vraie envie en fait de raconter. Ce sont des histoires qui nous appartiennent, qu'on partage entre nous. Il y a, au-delà d'une confraternité, je pense qu'il y a une réelle fraternité entre les journalistes qui couvrent des guerres, des conflits, que ce soit d'ailleurs des garçons ou des filles. Et puis Renaud est revenu à la charge une seconde fois. Je lui ai dit non. Voilà. Et la troisième fois, il m'a eu. J'ai fini par dire oui, mais sous réserve de raconter les histoires de reporters dont je connaissais le travail, et surtout qui étaient mes amis, parce que je ne me voyais pas raconter des histoires de reporters de guerre que je ne connaissais pas, et qui étaient allés parfois peut-être sur des théâtres ou sur des opérations que je n'avais pas couvertes moi-même. J'aurais considéré que je n'aurais pas été légitime pour faire cela. Une fois que je lui ai dit oui, j'ai mis notre réserve, c'est que je lui ai dit, je vais déjà appeler en fait les journalistes en question et leur demander ce qu'ils en pensent, parce que je ne veux rien faire, évidemment, sans l'accord en fait des camarades. Et puis, ce sont des gens de ma génération, parce que j'ai un peu plus de 50 ans, et tous m'ont dit, mais en fait, c'est une très bonne idée, c'est peut-être le moment, voilà, de raconter ce qu'on n'a jamais raconté, d'où le titre « Confession », et que les gens, en fait, comprennent ce qu'est l'envers du décor, parce que tous ces gens dont je parle dans ce livre, c'est des gens, en réalité, dont vous connaissez, vous avez vu leur reportage à la télévision, que ce soit sur Envoyé spécial, sur Arte Reportage, sur M6, sur Canal+, ou lu leurs reportages également dans le Figaro Magazine, dans Le Monde ou d'autres titres. Voilà. Et à partir de là, on a fait une chose très simple, c'est que chacun m'a raconté en fait les histoires les plus impactantes qu'il ou qu'elle d'ailleurs ait connues. Et ça a été des moments d'ailleurs qui étaient extrêmement parfois douloureux, parce que certains se sont confiés la larme à l'œil, très souvent. Parce qu'évidemment, en racontant, il revivait ce qu'il me racontait, des épisodes douloureux. On pourra y revenir tout à l'heure, parce que sans dévoiler le contenu du livre, il faut un peu de suspense quand même. On ne va pas raconter toutes les histoires, mais il y a quelques anecdotes. On va mettre quelques anecdotes, voilà, c'est important. Ouais. Parce que ce sont des gens qui sont, qui font face à l'hyperviolence en permanence. Et pourtant, lorsqu'ils reviennent chez eux, en France, ils ont la même vie en fait que tout le monde, que vous. Je dis souvent, nous sommes des gens tout à fait ordinaires, confrontés à des situations exceptionnelles. Et pour la plupart d'entre nous, en tout cas ceux de ma génération, on n'était absolument pas préparés à ça. C'est-à-dire que nous avions le rêve, pour plein de raisons, on a chacun nos parcours, nos histoires, mais le rêve de devenir grand reporter de guerre, parce qu'on peut être grand reporter sans être reporter de guerre aussi. Et puis on s'est retrouvés du jour au lendemain à couvrir des conflits, à découvrir la mort en face, voir des camarades être tués, blessés, les risques de prise d'otages, notamment depuis le début des années 2000, où l'hyperterrorisme en fait est né. On n'était plus dans le terrorisme, mais dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est un peu le début du livre, c'est que j'ai voulu raconter l'histoire des grands reporters depuis les années 2000 pour deux raisons. C'est que le numérique a profondément en fait muter notre profession, parce qu'on nous a demandé de produire de plus en plus et de plus en plus vite. La deuxième chose, c'est que nous sommes devenus une monnaie d'échange, ce qui n'existait pas avant. Moi, j'ai commencé dans les années 90. En 2000, lorsque nous allions en fait sur des théâtres d'opération, quels qu'ils soient, notamment en fait au Proche, au Moyen-Orient ou en Asie centrale. J'ai passé beaucoup de temps en Afghanistan et on en parlait tout à l'heure avec Paul.
C'était extrêmement violent. Il y avait bien sûr les attentats, mais le risque d'être pris en otage et de servir de monnaie d'échange, et surtout, alors encore quand on sert de monnaie d'échange, c'est qu'on s'en sort pas trop mal à la fin. Mais en revanche, on a tous en mémoire l'histoire de Daniel Pearl, qui s'est retrouvé décapité par ses preneurs d'otages. Et des histoires comme ça, il y en a eu plusieurs, notamment avec les printemps arabes. Et donc, il était important en fait que ces journalistes racontent, je pense, leurs expériences dans un moment quand même où la population, à juste titre, nous critique parce que nous sommes très critiquables, mais ne perçoit pas forcément en fait ce que nous sommes, ce que nous faisons lorsque nous allons sur le terrain. Et quel est l'apport des grands reporters? C'est ça qu'on ne réalise pas vraiment. Et voilà, et quel est l'apport en fait de notre travail? Parce que sans reporters de terrain, ça veut dire que vous n'avez plus d'informations qui provient du réel. Donc il faut des photographes de terrain, il faut des caméramens de terrain ou des camérawomen de terrain, il faut des reporters texte, vidéo, radio de terrain, parce qu'ils vous rapportent des témoignages quasiment en situation, même pas quasiment, qui sont recueillis en situation réelle. Et bien sûr, donc là vous avez une information en plus qui est vérifiée, parce qu'un journaliste ne s'improvise pas journaliste du jour au lendemain. On a, comme une infirmière apprend à l'école d'infirmière à faire des prises de sang, voilà, nous apprenons à travailler sur l'information, à la recouper. Alors la réalité, c'est que les grands reporters, nous sommes de moins en moins nombreux. On est tellement peu nombreux aujourd'hui qu'en réalité, lorsque j'ai fait ce livre, j'ai essayé de savoir combien nous étions encore en France. Donc j'ai appelé les organisations professionnelles et personne n'a été capable de me donner en fait le chiffre. On sait combien il y a de médecins en France, on sait combien il y a de dentistes, de plombiers, mais on ne sait pas combien il y a de grands reporters. Alors je ne sais même pas si le chiffre que je vais vous avancer est vrai. Certains m'ont dit que nous étions plus ou moins 300 aujourd'hui sur une profession de 35-36 000 journalistes, là où nous étions à peu près 3 000, je crois, dans les années 80-90. À quelle échelle ça c'est France, Europe, monde? Non, moi je parle de France, simplement, effectivement. Et les reporters dont je livre les témoignages, volontairement, sont français, parce que c'est vraiment un livre, même si c'est de l'actualité internationale, c'est un livre que je destinais réellement à la fois à un public, un très grand public, français, et je voulais qu'ils découvrent ces journalistes aujourd'hui qui sont extrêmement attaqués, extrêmement critiqués, qu'ils comprennent qu'il y a encore des gens qui vont risquer leur vie pour ramener une information, qu'ils ne le font pas juste pour l'adrénaline, ils le font, vous savez, quand on part en fait sur le terrain, systématiquement, on se demande si le jeu en vaut la chandelle, on se demande si ce que l'on fait a du sens. La question du sens, elle est très présente dans ce métier. Moi, depuis que je le fais, j'entends à chaque fois parler mes copains, mes camarades, de sens. Voilà, quel sens je donne à ma mission, quel sens je donne à l'information qui va être rapportée, vérifiée, recoupée et diffusée. Et du coup, c'est la vraie question. Le sens, c'est le sens de la vie, le sens de la mort. Pourquoi aller comme ça risquer sa vie? Parce qu'on est bien d'accord et on va bien le voir, tous ces grands reporters, toi et les autres, ceux qui sont dans le livre, les femmes, les hommes, en fait, ils savent très bien que le premier grand risque, c'est de perdre la vie. Et il y en a beaucoup qui meurent. Et il y en a dans ce livre qu'on voit disparaître. Alors c'est vrai qu'il y a tous ces risques. Alors pourquoi? De blessures aussi psychologiques, effectivement de prise d'otage, comme on le disait tout à l'heure. Alors, je peux parler pour moi, surtout parce que je peux livrer mon expérience, parce que nous avons tous des histoires différentes. Moi, il se trouve que je suis d'origine iranienne, que j'ai grandi dans une famille qui a été très impactée par la révolution iranienne qui a eu lieu en 1979, que j'ai eu des gens de ma famille qui ont été emprisonnés, torturés, exécutés, parfois assassinés chez eux, et que j'avais 10-11 ans, que je voyais mon père apprendre chaque semaine la disparition d'un membre de notre famille ou d'amis proches. Je le voyais s'effondrer et évidemment il apprenait souvent cela directement par la radio et c'est d'une violence en fait inouïe et ça m'a beaucoup impacté. Et à l'époque, il se trouve que j'étais en 5e ou 4e et j'avais un de mes camarades dont le père était journaliste à Dijon, au Bien Public, qui est le quotidien régional de Bourgogne, et qui m'a demandé, le père de ce garçon qui était journaliste, m'a demandé s'il pouvait interviewer mon père et mon oncle qui arrivait juste d'Iran, qui était réfugié, sur les événements. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais pourquoi il vient interroger, ou il a envie d'interroger mon père et mon oncle, qu'il aille en Iran, voir sur place ce qui se passe, c'est là-bas que ça se passe. Et cette question ne m'a jamais quitté, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aller voir sur le terrain, c'est tellement facile d'interviewer des gens une fois qu'ils sont dans un pays en toute sécurité, c'est beaucoup plus difficile d'aller se rendre compte en fait du réel
sur place. Et donc, d'une part, ça m'a donné envie. Il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est qu'à l'époque, certains journaux, notamment le Nouvel Observateur, a envoyé en Iran Michel Foucault, qui était un grand philosophe. Et Michel Foucault, qui n'était donc pas un journaliste, a raconté une version de la Révolution qui était vraiment la sienne. Il a comparé d'ailleurs l'ayatollah Khomeini, quand même, qui a des centaines de milliers de morts sur la conscience. Il l'a comparé à un saint homme. C'est tout juste, d'ailleurs, il était comparé à Gandhi dans d'autres médias. Et évidemment, pour les gens de nos familles, c'était une insulte, c'était un affront. On ne comprenait pas comment la presse française pouvait considérer un assassin comme Khomeini comme étant un libérateur. Alors bien sûr, l'Iran était une dictature, le Shah d'Iran était un dictateur, on ne dit pas autre chose, mais c'était une dictature, ce qu'on appelle aujourd'hui une dictature éclairée, avec des femmes qui pouvaient étudier à l'université, qui pouvaient être médecins, qui pouvaient être élus au Parlement ou dans des mairies. Il y avait une égalité donc entre hommes et femmes, elles avaient le droit de vote, les femmes, et tout ça a été passé sous silence. Michel Foucault n'a livré une version de l'Iran qui était une version, pour moi, qui était celle que l'on pouvait avoir, dans le quartier latin, mais d'autres avaient fait pareil sous Pol Pot quelques années plus tôt. Et donc j'ai vécu avec ce sentiment, je crois, de révolte qui m'habite encore, qui est de dire non, on n'a pas de préjugés, on va voir sur place, on raconte et on prend les risques qu'il faut pour ramener la parole des témoins, mais des deux camps. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans toute ma vie de reporter, par exemple en Afghanistan, avec Serge, on se connaît un peu, donc tu connais mon parcours, mais c'est de me dire, quand je vais voir l'armée américaine, quand je vais passer 10 ou 15 jours avec la 101e Airborne au fin fond de l'Afghanistan, eh bien, je vais voir un mois ou 2 mois plus tard les talibans pour comprendre en fait ce qui motive ce conflit, au-delà des raisons géopolitiques qui sont invoquées évidemment par les politiques, c'est d'aller voir sur le terrain, c'est comment réagissent les gens. Et c'est intéressant parce que croyez-moi, quand vous avez des soldats américains de 18 ans ou 19 ans, parce qu'ils sont très jeunes, qui se font bombarder, moi quand j'étais avec la 101e en Afghanistan, je parle 2003-2004, nous étions bombardés tous les soirs. Première nuit d'ailleurs que j'étais avec eux, je me souviens, on dormait dans des tentes, il faisait très froid. Et c'était en plein mois de février en Afghanistan, donc il fait toujours très très froid, et il y a eu un bombardement, et 2 tentes après la nôtre, une tente a reçu en fait un obus en fait, de mortier tiré par les talibans, et 2 gars à l'intérieur sont morts. Alors c'est tombé sur eux, on était 20 mètres à côté, ça aurait pu tomber sur nous. Et évidemment, les jeunes soldats qui sont là, ils fonctionnent sous Xanax, sous tranquillisants. À un moment donné, et notamment à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué, évidemment, ils partent là-bas. Parce que oui, il y a eu le 11 septembre 2001, donc ils se sont pour beaucoup engagés de façon volontaire pour aller venger leur mort. Puis une fois arrivés sur le terrain, ils se demandent quel sens donner à leur mission, parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas attendus en fait par les Afghans, qui sont même parfois détestés, et qu'en plus ils se font tirer dessus. Alors d'autre côté, c'est intéressant d'aller voir évidemment leurs ennemis, donc les talibans, pour comprendre. Voilà, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais donc tout ça, je dirais, cette curiosité d'aller voir... d'aller dénicher finalement la vérité. Je ne dis pas qu'on la déniche forcément, c'est toujours ce qu'on va chercher, jamais ce qu'on va trouver. Voilà, ça vient, je crois, de mon enfance ou de mon adolescence. Alors dans ce livre, on croise ces grands reporters, ils se livrent vraiment, il y a beaucoup de moments forts, il y a de l'émotion. On voit très bien... cette double vie, quand ils sont sur le terrain, à risquer leur vie, à avoir ces soirées forcément arrosées, parce qu'il faut transcender tout ça, il faut absolument qu'il y ait des moments des soupapes, et le matin, on retourne sur le terrain, donc on les voit faire, puis ils parlent aussi de leur vie chez eux, tu en parles très bien aussi, de toi, la vie que tu mènes. Et dans ce livre, ce qu'on comprend bien, c'est que cette profession de grand reporter, elle évolue, pas forcément dans le bon sens, et il y a des grands moments de bascule. Il y a un premier moment de grosse bascule, c'est la guerre du Golfe, parce que c'est là que, pour la première fois, on propose aux journalistes de les embarquer, embedded. Et alors, ça, c'est une vraie bascule, ça. Tu as raison, parce que c'est important. Alors, c'est une vraie bascule, je dirais, dans l'époque contemporaine. Parce qu'en réalité, les journalistes embedded ou incorporés, c'était les correspondants de guerre de la guerre de 14, ou même, tu parlais de Kessel ou d'Albert Londres. Ils ont connu, en fait, ce système de journalistes incorporés à des unités.
Et puis ça avait été abandonné après la Seconde Guerre mondiale. Les journalistes sont partis faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors au Vietnam, pas mal. L'armée américaine mettait beaucoup à disposition ses hélicoptères. Et puis effectivement, tout ça a été un peu laissé de côté. Alors il faut dire qu'il n'y avait pas non plus en fait, de conflit majeur qui opposait autant d'armées, je dirais, à un ennemi bien défini que pendant la guerre du Golfe. Et là, on a dit aux journalistes, vous vous mettez en kaki, vous suivez en fait les militaires, et puis au final, vous avez l'information que les militaires vous donnent. Alors, ça ne veut pas dire que tous les journalistes l'ont fait. Il y a des journalistes qui n'ont pas accepté de le faire. Je pense que j'en fais partie. C'est-à-dire qu'être embed, c'est très bien. Il faut aller voir du côté des militaires. Et puis à un moment donné, il faut se dire, OK, on va voir de l'autre côté des lignes. C'est Albert Londres qui disait toujours... C'est comme ça qu'est né le grand reportage, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale. La phrase célébrissime d'Albert Londres. Alors, tremper la plume dans la plaie. Ce qu'il dit, c'est notre métier n'est pas de faire le bien ou de faire le mal, mais il est de tremper la plume dans la plaie et donc d'aller voir de l'autre côté, chez les ennemis, ce qui se passe. Et donc l'embed est un problème, l'incorporation est une unité, si on ne va pas voir en face. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que pendant la guerre du Golfe, beaucoup de journalistes américains se sont contentés en fait, de suivre leurs armées. Donc ils ont été beaucoup plus disciplinés que nous, les Français. Et donc ils ont diffusé une information finalement qui est extrêmement cadrée, extrêmement institutionnalisée, si l'on peut dire, parce que finalement c'était la voix du gouvernement américain ou la voix du gouvernement britannique, parce que les Britanniques l'ont fait pas mal aussi. Chez les Français, ça c'est quand même un petit ou allemand, ça c'est un peu moins pratiqué. Et du reste, il y a eu quelques accidents. Par contre, toi, ce que tu analyses, c'est que là, les grands reporters ont perdu le respect. Le respect des populations, le respect des combattants. Les rapports ont changé. C'est-à-dire qu'avant, alors notamment les journalistes français, quand on allait dans le monde arabe, on était perçus comme des gens extrêmement neutres et donc les portes nous étaient ouvertes extrêmement facilement. À partir du moment où certains de nos confrères se sont retrouvés sous uniforme en fait américain, on a été considérés comme partie prenante en fait du conflit et donc dans un camp. Et évidemment, les gens nous ouvraient moins facilement leurs portes. À partir de là est née la suspicion qu'on puisse être des espions. Alors ça existait un peu à la marge, mais ça s'est accentué. Et donc effectivement, on a perdu une partie de notre crédibilité. D'ailleurs, c'est mon camarade, mes frères d'armes, qui s'appelle Jean-Pierre Canet, qui témoigne de cela, parce qu'il a vécu ça aussi en direct. Alors Jean-Pierre Canet a été grand reporter, enfin il est toujours d'ailleurs, et rédacteur en chef d'Envoyé spécial. Et du jour au lendemain, on a vu des portes se fermer, on a été soupçonné d'espionner. Enfin, nous, on ne comprenait pas, évidemment, parce que ce n'était pas du tout ça. Et donc, il a fallu se battre davantage pour convaincre les gens, en fait, de nous parler. Voilà, ça a été beaucoup plus difficile. Mais je dirais que même au sein de la société française, le regard sur les journalistes a commencé à changer. Parce que les gens qui voyaient de toute façon les journalistes parler à la télévision, parce que c'était déjà l'info en continu, ça a commencé complètement avec la guerre du Golfe, c'est-à-dire que vous avez vu, on a tous vu la guerre aussi en direct à la télévision. C'est les grands moments de la 5. Alors oui, c'est vrai, il y a la 5, absolument. Qui est né là-dessus, avec Guillaume Durand, et hop, et on faisait la journée avec les généraux qui se succédaient, qui venaient commenter. Exactement, et les images, même de nuit, où on voyait les images tourner en night vision, avec les systèmes de visée nocturne. Et bien évidemment, en fait, les gens ont beaucoup regardé, en même temps en étant très critiques sur notre profession, parce qu'ils ont considéré qu'on participait à parfois à un espèce de show. C'était évidemment pas le cas, mais donc ça a contribué, je dirais, à forger un regard de plus en plus critique sur notre profession. Donc il y a eu un vrai tournant avec ça, tu as absolument raison de le rappeler. Oui. Et puisqu'on parle de ces chaînes d'infos continues qui sont venues, ça aussi, ça a complètement changé le rapport, le regard qu'on a sur ce métier, parce qu'en fait, si on regarde un plateau BFM TV, ils commentent, donc on a des experts qui viennent, on est à Paris, dans un studio, on parle, et là on peut parler pendant des heures. Et c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer des reporters sur le terrain. Donc en fait, ces reporters sur le terrain, ça devenait un petit peu compliqué de les utiliser. C'était plus pareil, quoi. Oui, si tu permets, juste pour détailler ce que tu dis, parce que c'est très juste, il faut comprendre qu'envoyer un grand reporter sur une zone de guerre, c'est bien sûr des assurances qui coûtent extrêmement cher. C'est payer un gilet pare-balles, c'est payer évidemment des guides, ce qu'on appelle des fixeurs aussi, qui vont s'occuper en fait de guider en fait au mieux et de façon la plus sécurisée possible donc le reporter. C'est évidemment des liaisons, en tout cas à l'époque Internet ne fonctionnait pas encore dans les années 90, c'est des liaisons, mais même jusqu'au milieu des années 2000, moi j'ai beaucoup fonctionné en transmission avec le satellite. Donc le satellite, ça tout coûte extrêmement cher.
Et évidemment, avec l'apparition du numérique, l'accélération en fait des progrès, des développements technologiques, les rédactions se sont dit, après tout, on peut récupérer des images qui sont tournées par Pierre-Paul Jacques en fait sur Zone. Ça coûte pas un rond, et donc ça a commencé comme ça. Et puis faire venir en plateau des militaires qui commentaient, alors qui n'étaient plus des militaires forcément d'actifs, qui étaient souvent des militaires retraités, mais qui avaient une vraie légitimité parce qu'ils connaissaient souvent ces théâtres d'opération, donc c'était intéressant. Et puis petit à petit, comme ces chaînes se sont multipliées, qu'elles ont voulu réduire en fait leur budget en fait terrain, alors pas toutes, mais un certain nombre, sont arrivés pour nous parler, on l'a vécu pendant la crise du coronavirus notamment, sont arrivés des gens qui nous ont donné en fait des cours de médecine alors qu'ils n'avaient aucune légitimité, sont arrivés des gens qui nous ont donné des cours de géopolitique alors qu'ils n'avaient pas de légitimité. Et je peux donner des exemples à l'envi parce que un des pays que je connais le mieux, c'est l'Afghanistan, puisque j'y ai vécu en tant que correspondant permanent, et puis je suis retourné un paquet de fois ensuite en tant qu'envoyé spécial. Moi j'ai entendu l'année dernière, sur une chaîne que je ne nommerai pas, des imbécilités épouvantables sur ce qu'était l'Afghanistan. Alors le cliché, l'Afghanistan est un pays moyenâgeux. Ben non, c'est pas un pays moyenâgeux parce qu'en Afghanistan, si vous allez à Kaboul, si vous allez dans certaines villes en fait, du nord de l'Afghanistan, vous avez des cinémas, vous avez des chaînes de télévision, vous avez des avocats, des médecins, des hôpitaux. Vous aviez, les talibans ont complètement redétruit ça une nouvelle fois. Et donc on ne peut pas réduire un pays, si vous voulez, à une image, j'allais dire une image d'Épinal, mais c'est même pas ça, c'est une image très caricaturale. Comme ça, et le fait que quelqu'un le dise sur un plateau, en fait, c'est repris à l'envi par plein de gens qui ne sont pas allés sur place. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, l'année dernière, c'était au lendemain en fait de la chute de Kaboul, donc la prise de Kaboul par les talibans, à une majeure partie d'Afghans et pour les talibans. Mais vous comprenez bien que non. Une majeure partie d'Afghans n'a pas envie de vivre sous le joug de la dictature. Mais il y a une majorité d'Afghans qui, par contre, ont intérêt à se taire, sinon... Parce qu'ils sont tués s'ils parlent. Alors, bien sûr, il y a des ethnies, c'est un pays multiethnique. Vous avez des ethnies, évidemment, dans le sud du pays, les Pashtuns notamment, oui, qui sont favorables aux talibans. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent de la même manière, que les talibans vivent aujourd'hui. D'ailleurs, les talibans, très souvent, sont issus, en fait, majoritairement, en tout cas, de l'ethnie Pashtun. Mais vous avez, parmi la société afghane, il y a aussi des intellectuels. Alors, certes, il n'y en a pas autant que dans un pays comme la France, mais après le 11 septembre 2001 et l'intervention de la coalition en Afghanistan, on avait commencé à former des journalistes, on avait commencé à former des avocats, des médecins. Imaginez un gamin qui est né après le 11 septembre 2001, un gamin afghan j'entends, né après le 11 septembre 2001, qui avait 20 ans l'année dernière, qui a entendu pendant 20 ans les mots démocratie, liberté, égalité, et qui se retrouve du jour au lendemain abandonné par la coalition avec les talibans qui reviennent. Voilà. Et donc, ces analystes en fait en plateau n'ont pas tenu compte de ces choses-là parfois. Alors je dis pas tous, parce qu'il y a aussi des analystes brillants, mais il y a eu une espèce de facilité, si vous voulez, d'interprétation qui conduit parfois à une analyse qui est un petit peu en fait l'analyse facile, qui permet à quelqu'un d'exister en racontant des choses qui vont parler à l'imaginaire collectif, en réduisant en fait au maximum, je dirais, les explications. Et malheureusement, tout pays est complexe. Même l'Afghanistan, a fortiori l'Afghanistan d'ailleurs. Mais on a vraiment l'impression que ce qui est une évolution extraordinaire, le matériel, donc maintenant c'est vrai qu'on peut faire un direct d'excellentes conditions de n'importe où sur la planète, avec les iPhones, on a une qualité d'image, une qualité de son, c'est magnifique. On a l'impression qu'au lieu d'aider à mieux cerner, à mieux suivre sur le terrain, on a l'impression qu'on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer justement cette profession de grand reporter parce que maintenant tout le monde peut faire des images. C'est un peu comme les réseaux sociaux où tout le monde peut écrire, mais il n'y a pas beaucoup de Victor Hugo, quoi. Alors la réalité, c'est qu'il y a un problème. Je pense que nous sommes dans des sociétés qui se déconnectent de plus en plus. On est très connectés à Internet, aux satellites, mais très déconnectés du réel. Et il y a, je pense, une évolution sociétale qui nous empêche de plus en plus, même entre nous, de faire du lien. Moi, je suis ravi de voir autant de monde ce soir, c'est formidable. Mais il y a de moins en moins de liens humains. Et il faut comprendre que le reporter, c'est simplement un transmetteur d'histoire humaine. On va chercher en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Colombie, des histoires humaines, des témoignages de gens comme nous, voilà, que nous ramenons. Et aujourd'hui, en faisant parler en fait simplement des gens et en illustrant par des images qui ont été prises par des gens sur le terrain qui
qui ont leur importance, ces images. Mais un journaliste, à la différence de ce qu'on appelle aujourd'hui le journaliste citoyen, pour moi ça veut strictement rien dire, je suis contre ça d'ailleurs, parce qu'un journaliste, on lui apprend à vérifier une information, à le recouper. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez tous dire ce soir exactement la même chose à propos d'une image que vous avez vue. Mais vous n'avez pas été sur le terrain. Donc vous ne savez pas dans quel contexte cette image a été prise. S'il s'agit d'un attentat, ok, on saura tous qu'il y a eu un attentat. Mais pourquoi cet attentat a-t-il eu lieu ? Qui est derrière ? Qui l'a revendiqué ? Est-ce que les revendications, d'ailleurs, étaient véritables ? Est-ce que c'est réellement l'organisation qui revendique l'attentat qui est bien derrière ? Est-ce que c'est pas une autre ? Etc., etc. Et le métier du journaliste, c'est d'aller chercher ça. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de reportage. C'est très difficile de faire des reportages en quelques heures. Ça existe peu. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je crains... Alors, moi, je trouve que c'est super qu'il y ait des chaînes d'information en continu parce qu'il faut aussi ça. Mais par contre, sans ce retour au réel... ça pose un vrai problème parce que ça pose un problème de débat d'ailleurs, y compris de débat politique. Comment voulez-vous en fait que des politiques qui n'ont pas l'occasion forcément d'aller en permanence sur le terrain, notamment dans les pays en conflit, soient capables d'analyser réellement en fait ce qui se passe quand les images qu'on leur envoie ne sont pas en fait décryptées comme il le faut. Alors je dis pas que c'est systématique, bien sûr que non. Il y a aussi des choses qui sont très très bien faites. Moi j'ai vu BFM a envoyé des reporters de guerre en Ukraine. Franchement, ils déméritent pas, ils ont fait un travail formidable. Mais de l'autre côté, vous avez des chaînes qui ont fait complètement l'inverse, qui ont misé uniquement en fait sur les commentateurs. Mais commenter, on peut tous le faire. Vous êtes tous capables d'aller sur une chaîne d'infos en continu et commenter. C'est votre point de vue, ce sont des points de vue. C'est très bien d'en avoir, mais à un moment donné, il faut ce retour au réel. Et le reporter, ce que je raconte d'ailleurs dans le livre, il est ce témoin du réel, il est ce passeur du réel. Et nous essayons en fait aujourd'hui, pas que moi, mes confrères, mes consoeurs également, voilà, de reconnecter les gens à ce réel. Pas par rapport à nous. Nous, notre métier, finalement, peu à peu, il disparaît, mais par rapport, en fait, aux opinions publiques. C'est que vous puissiez parler, débattre à partir de choses qui sont vraies, ou tout au moins qui se rapprochent de la vérité. Une question sur... Il y a, et tu en parles, il y a un rapport particulier à l'image, c'est le photographe. Une photo... c'est différent d'un reportage, mais ça doit tout dire en fait sur un flash. Et oui, une image vaut mieux que 1000 mots. Et j'ai donné la parole aussi à des photographes, à des grands photographes. Il y a mon ami Alain Bu, qui est un très grand photographe d'origine vietnamienne, devenu français, qui a couvert énormément de conflits. Moi, j'ai couvert d'ailleurs l'Afghanistan avec lui, entre autres choses, les printemps arabes aussi avec lui. Et c'est ce qu'il me dit toujours, il a parfaitement raison, une photo ne ment pas. Sauf à ce qu'elle soit trafiquée aujourd'hui avec le numérique. Mais une photo ne ment pas. C'est-à-dire quand le photographe est allé au cœur de l'action, il faut leur rendre hommage, parce que les photographes, quand vous voyez des photos en fait, de guerre dans Paris Match, dans le Figaro Magazine, les photographes vont vraiment au cœur de l'action. Ce sont ceux dans notre profession qui prennent, je crois, le plus de risques, parce qu'ils ont cette tradition de coller complètement à l'action. Et je disais l'autre soir en rigolant, là, lors d'une conférence que je donnais, à chaque fois qu'il m'est arrivé des pépins sur le terrain, c'est parce que j'étais avec mes copains photographes, voilà, au cœur du truc, et là, c'est là qu'on prend des coups. Mais bien sûr que ces gens-là, aujourd'hui, leur travail est nécessaire. Or, aujourd'hui, une photo, ça vaut quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez des photos de photojournalistes pour 70 centimes sur Internet. Comment voulez-vous qu'ils vivent ? Comment voulez-vous qu'ils aillent faire leur travail sur le terrain ? Ils n'ont même plus envie d'y aller, pour certains. Donc, il y en a qui arrêtent le métier, qui vont faire d'autres choses. Et d'ailleurs, ça m'a marqué parce que j'étais à la Cinémathèque avant-hier et le directeur de la Cinémathèque ici est un ancien photographe de l'agence Magnum, qui est une des plus belles agences du monde et qui a décidé en fait de quitter son travail de photoreporter, voilà, pour s'investir dans autre chose. Il le fait magnifiquement bien d'ailleurs. J'étais très impressionné par la Cinémathèque. Mais c'est ça la réalité. On ne va pas aller se faire tuer pour 70 centimes de prix en fait, de photographie, évidemment. Voilà. Donc il y a aussi un effet de paupérisation en fait, du métier, mais parce que je pense que globalement aussi, c'est sociétal, dans ce monde en fait, où on est hyper connecté aux chaînes d'information, à Internet en permanence, la valeur de l'information, ça baisse, mais je pense que, comme disait Jean d'Ormesson avant de mourir, il disait le niveau de la diplomatie baisse, le niveau des journalistes baisse, donc le niveau de la culture générale baisse, c'est comme ça. Et je pense qu'il a quelque part raison, donc il y a un vrai débat de société aussi là-dessus. Alors, j'ai pas fait un bouquin qui porte là-dessus, évidemment, mais ça le dit. Ça le dit. Ils le disent, en fait. Oui, voilà. oui, voilà. Et on voit bien qu'on est en train de parler de quelque chose qui passe.
Et on se rend bien compte en lisant ce livre que c'est dommage que ça passe, parce que comme toujours, c'est quand on perd les choses qu'on commence à vraiment voir leur valeur. Et là, on se dit que c'est vrai que ces journalistes, c'est quand même incroyable. Et ce qui les fait changer, ce qui fait ce rapport à ce métier, ce qui le fait vraiment changer et le faire petit à petit disparaître, ou du moins devenir moins en première ligne, c'est que effectivement, ces journalistes, on ne les regarde plus comme avant. Avant, il y avait ce respect, bon, ils étaient là, les combattants faisaient avec. Là maintenant, carrément, on s'en prend à eux. Toi, tu l'as vécu, ok, printemps arabe, en Égypte, en fait, place Tahrir. Place Tahrir, enfin moi j'ai Tahrir. attaqué 2 fois, ouais, oui, 48 mais heures, là-bas, c'est carrément, c'est les combattants qui disent, les journalistes, c'est des espions, et c'est la population qui se retourne contre les journalistes. Alors nous, c'est ce qu'on a vécu effectivement au moment en fait du printemps arabe en Égypte. Moi, j'étais l'envoyé spécial de la chaîne de télévision Arte avec Pierre Cresson, qui est mort aujourd'hui, qui était un de mes confrères et un ami. Et effectivement, comme d'autres journalistes, parce que je crois que nous avons été 72 à être blessés le même jour, journalistes, il y a eu, et on a eu 3 consoeurs qui ont été violés sur la place Tahrir également. Et effectivement, nous étions en train de tourner avec les islamistes, et on avait l'habitude de les rencontrer, on les connaissait bien, donc il n'y avait pas de raison qu'ils se retournent contre nous, et donc on s'est dit on y va. Tout le monde nous avait mis en garde, on nous disait attention, c'est plus comme il y a quelques semaines, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a beaucoup de haine qui est en train de sortir, y compris contre les médias. Mais comme on avait l'habitude, on y est allé, et on s'est retrouvé pris dans une attaque entre la police militaire et les frères musulmans, les islamistes de l'organisation des frères musulmans que nous suivions. Donc nous on s'est retrouvés, on était avec eux, on s'est retrouvés sous les tirs de la police militaire. Pierre, qui était un très grand caméraman, a filmé les images, j'étais à ses côtés, donc on a filmé les échanges de tirs. Il se trouve que ce sont les frères musulmans en fait, qui ont eu le dessus sur les militaires, donc les militaires ont pris la fuite. Et là, tout le monde s'est excité à crier Wallah Akbar, Wallah Akbar, Wallah Akbar, à lever son couteau, ils avaient même des katanas, des fusils de chasse, enfin il y avait toutes les armes possibles et imaginables. Et puis tout à coup, quelqu'un a vu Pierre avec la caméra et a dit « Ah, regardez, c'est un espion ». Et là, la foule, il y avait, j'ai jamais compté de façon précise, mais il y avait au moins une 50aine de personnes, s'est retourné contre nous et il a été poignardé à la tête par un type dont je garde bien le souvenir en mémoire. Et une fois qu'ils l'ont poignardé, il est tombé, donc mon sang, etc. J'ai essayé de le tirer, évidemment ils s'en sont pris à moi, etc. Moi j'ai eu la chance d'avoir la vie sauvée par mon fixeur, qui est un jeune franco-égyptien très courageux, à qui je dois la vie, parce que je pense que je ne serais pas là ce soir s'il ne m'avait pas sauvé. Heureusement, mon caméraman n'est pas mort, il a été blessé, donc il s'en est sorti, parce que le crâne, en tout cas, il avait la tête dure. Donc voilà, il est mort plus tard en reportage, malheureusement, 3-4 ans plus tard. Mais voilà ce contexte. Et le fait qu'un seul individu dise « ce sont des espions », parce qu'il y a une caméra, vous voyez, ça a changé dans un moment, en fait, qui est un moment de frénésie, qui est un moment de chaos. Ce que je vous décris, les gens s'entretuaient. Voilà. Bon, on a décidé avec Pierre, le pauvre, qui était, je l'ai soigné le soir. On n'avait absolument rien en fait pour le soigner, sauf du pastis. Parce que comme tu l'as dit, on est toujours très équipés, on aime bien, voilà. Donc en général, quand on part en reportage, on a quand même toujours 2-3 bouteilles qui suivent. Et donc je me souviens, le pauvre, lui avoir désinfecté le cuir chevelu à coups de pastis, un peu de whisky grâce à Alain Bull, le photographe dont je parle. Qui m'a dépanné en whisky aussi, etc. Et puis la rédaction d'Arte nous a dit écoutez les gars, vous rentrez quoi. Mais on ne pouvait pas rentrer parce que nous étions dans un endroit où nous étions encerclés. Et donc on ne pouvait pas sortir, on était dans un hôtel qui était au cœur du nid de guêpe et impossible de s'extraire sans faire appel à des autorités officielles. Donc on est resté, on a dit écoutez on reste et puis on va continuer à travailler. Alors le pauvre Pierre qui n'était pas en grande forme, moi qui boitais. Et le surlendemain, il s'est passé exactement en fait la même chose. Cette fois, c'est l'autre camp. Nous étions avec Pierre sur la place Tahrir et on a... alors, moi, j'ai eu le temps de compter 9 morts autour de nous. Je ne suis pas allé plus loin. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je les ai comptés. Et on s'est regardé avec Pierre et on s'est dit, oula, on n'en pouvait plus. On était, je pense, submergés comme beaucoup de nos camarades. Vous en souvenez peut-être, c'est ce fameux jour. Il y a ces images qui sont passées, d'ailleurs, nous-mêmes qu'on a filmées aussi.
où des gens ont chargé, des policiers ont chargé, il y avait aussi des civils, à dos de chameau, à cheval, contre la foule. Et il y avait 1 million de gens qui s'entretuaient sur cette place quand même, hein. C'était absolument chaotique. Et on s'est dit, écoute, on s'en va, on rentre. Le seul point de repli que nous avions, c'était notre hôtel et la terrasse en fait de notre hôtel. Sauf que depuis la terrasse de notre hôtel, on s'est quand même dit, bon, on va continuer quand même à filmer quelques images. Et des militaires nous ont vus. Et enfin, ils ont vu Pierre, une fois de plus, le caméraman. D'où l'importance, encore une fois, de la caméra ou de l'appareil photo. Et donc, ils se sont dirigés vers lui en courant. Évidemment, ils allaient lui casser la gueule. Et j'ai fait l'erreur de dire à Pierre, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et j'ai fait ça. Et pof, c'était le blackout. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, puisque j'ai été cogné, je suis tombé dans les pommes, et que ce sont des copains qui étaient autour, qui ont filmé, qui ont fait des photos, donc j'ai vu ensuite ce qui s'était passé comme ça. Mais c'est ça, en fait, la vie, si vous voulez, des preneurs d'images, qui sont systématiquement, en fait, la cible, je dirais, de ces voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui savent pertinemment que ce ne sont pas des espions, mais c'est tellement facile de manipuler les foules quand elles sont dans une frénésie totale. Voilà. Alors, c'est un ensemble de témoignages, si vous voulez, comme celui-ci, que je raconte dans ce livre, justement, pour que les gens comprennent ce qu'est le métier, en fait, de ces photographes, de ces caméramans, de ces rédacteurs, des journalistes de radio aussi, hein, qui font un travail magnifique quand ils sont sur le terrain. Je parle aussi beaucoup, en fait, de mes consoeurs, parce que il faut savoir qu'on a des consoeurs qui font un travail absolument extraordinaire. Je trouve qu'elles sont même plus douées que nous, souvent. Elles arrivent à passer dans des endroits où nous, on n'arrive pas à passer. Mais évidemment, pour elles, c'est la double peine, parce que, comme Place Tahrir, quand des voyous leur tombent dessus, évidemment, il y a toujours, en fait, le viol, qui est devenu une arme de guerre, ou de guérilla, quasi systématique. Donc, elles prennent un vrai risque aussi. Donc voilà, ça fait partie des choses, effectivement, dont je parle. Mais je vous rassure aussi avec beaucoup d'humour, parce qu'on a quand même beaucoup d'humour. Et voilà, on ne passe pas notre temps à être sous l'effet des chocs. On parle de la montée de l'intégrisme, et ce qu'on comprend avec ces témoignages aussi, c'est qu'on comprend bien comment, en fait, les printemps arabes ont complètement masqué cette montée de l'intégrisme, et cette bascule, et ce qui nous est arrivé, et ce à quoi nous sommes confrontés maintenant. Alors, tu as raison, et c'est un sujet essentiel, parce que pendant que nous étions sur le terrain, moi ça m'est arrivé, le jour même d'ailleurs où nous avons été attaqués, où Pierre a été quand même sérieusement blessé, donc nous étions avec les frères musulmans, c'était des frères musulmans. Donc l'organisation des frères musulmans, c'est une organisation islamiste qui est née en Égypte en 1928, pour ceux qui ne le savent pas, qui est considérée aujourd'hui comme la matrice contemporaine du djihad. Les frères musulmans, Oussama Ben Laden par exemple, donc le co-créateur de l'organisation terroriste Al-Qaïda, avait pour mentor un dénommé Abdallah Azzam, qui était le théoricien, l'un des théoriciens phares de l'organisation islamiste des frères musulmans. Ayman al-Zawahiri, qui est mort là cet été au mois d'août, qui a pris le relais après Oussama Ben Laden, qui est devenu le numéro 1 d'Al-Qaïda, est passé aussi par l'organisation islamiste des frères musulmans. Donc ce sont des gens qui, depuis 1928, ont essaimé dans plus de 70 pays à travers la planète, en France notamment. Ils ont des associations loi 1901, prônant un discours assez radical, mais se présentant plutôt en costume cravate, parce qu'ils sortent en général des milieux universitaires. Ce sont des gens très éduqués, hein. Zawahiri était médecin, Ben Laden était passé par l'université Tariq Ramadan. Voilà, mais d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, parce que j'ai omis de le dire, mais le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, n'est autre que le grand-père de Tariq Ramadan. Et alors que des journalistes étaient blessés ou attaqués par les frères musulmans, il y avait dans un journal français, un très grand quotidien, qui n'est ni le Figaro ni Libération, je vous laisse deviner, un analyste qui était à Paris tranquillement, il n'était pas comme nous, hein, sur le terrain, en train de se prendre des coups, qui a osé écrire « Il n'y a pas de frères musulmans Place Tahrir ». Voilà. C'est pour vous dire le degré de désinformation qu'il peut y avoir parfois, simplement par idéologie. Pour moi, c'est la droite ligne, en fait, avec Michel Foucault, ce dont je parlais tout à l'heure, et l'Iran, et c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce que nous vivons sur le terrain. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que les images de mon caméraman, de Pierre, mon ami caméraman Pierre, jusqu'à ce qu'il se fasse poignarder, il a tourné. Donc on voit les images, et elles ont été diffusées sur Arte. Elles ont été diffusées en boucle d'ailleurs à l'époque par le zapping de Canal+. Et on n'est pas les seuls, on avait des copains de Canal+, qui ont tourné des images similaires. Et donc quand même, un grand chroniqueur géopolitique
dans un grand journal, dans un grand quotidien de l'après-midi parisien, est capable de nous dire en fait le contraire. Imaginez le choc que c'est pour nous quand on lit ça. On est furieux, évidemment. On est furieux. Mais évidemment, on rentre en France, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans nos familles. Hein. On ne va pas s'occuper d'aller régler les comptes. Voilà. Mais il y a ça aussi quand même qui se passe dans certains grands médias. Alors, c'est pas systématique, évidemment, et c'est assez rare, mais c'est important. Et tout ça, ça a contribué à l'époque à masquer la montée de l'intégrisme. Il faut se souvenir qu'on a été quand même très peu nombreux, les journalistes, les reporters, à dire que les islamistes étaient en train de s'infiltrer dès le début des printemps arabes dans les organisations qui contestaient en fait les dictateurs. Alors bien sûr que les dictateurs étaient contestables, hein, on ne disait pas autre chose. Hein. Mais dès lors qu'on disait qu'il y avait des islamistes dans ces manifestations, forcément c'était qu'on prenait le parti des dictateurs. Pour vous dire à peu près le niveau parfois idiot de débat qu'il y a pu avoir. Aujourd'hui tout ça est connu, largement documenté, et tout le monde reconnaît aujourd'hui, on a vu le résultat des printemps arabes, on a vu ce qui s'est passé. Et donc tout le monde, en Égypte, les frères musulmans ont pris le pouvoir au bout de quelques temps. Ils ne sont pas restés longtemps parce qu'ils ont instauré un régime qui était au moins aussi dur que celui de Moubarak. Donc ils ont été dégagés et est revenu en fait un militaire, le général Al-Sisi, devenu maréchal depuis, qui a réinstauré une dictature. Donc tout ça pour ça. Mais on a vu le chaos libyen, on a vu le chaos en Syrie, ce qui s'est passé. Avec des intellectuels, parfois chez nous, c'est marrant d'ailleurs, c'est souvent des philosophes qui ont soutenu donc des milices, là-dessus, moi j'insiste là-dessus, des milices islamistes qui étaient proches d'Al-Qaïda, parce qu'il faut savoir quand même que les gouvernements occidentaux ont livré des armes, de l'argent et des armes à certains de ces groupes, et ces armes ont atterri dans les mains du Front Al-Nosra en Syrie, c'est-à-dire Al-Qaïda, c'est la branche d'Al-Qaïda en fait en Syrie. Voilà. Mais nous, reporters, nous racontons ça, c'était très compliqué à faire entendre. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit, vous avez raison. Il y a quelques temps, ça remonte déjà il y a un moment, mais j'avais raconté, parce que j'ai beaucoup couvert la guerre entre Israël, enfin la seconde intifada entre Israël donc, et le Hamas. Et à l'époque, j'avais dans des papiers, dans des sujets que j'avais signés pour la presse magazine, donc je disais très clairement, oui, le Hamas est une organisation terroriste. Je ne parlais pas des Palestiniens. Hein. J'aime beaucoup la grande culture palestinienne. J'ai beaucoup d'amis côté palestinien et c'est une culture remarquable. Je le soulignais. Mais on est toujours dans la complexité. Le Hamas ne représente pas la culture palestinienne. Il ne représente même pas la société palestinienne. C'est un mouvement qui est affilié à l'organisation des frères musulmans. C'est dans leur charte, article 2. D'accord ? Vous écriviez ça en citant la charte du Hamas, vous faisiez traiter, en fait, c'était pareil, de salopard, parce qu'il ne fallait pas le dire. Parce que c'était s'en prendre aux Palestiniens. Mais non, mais absolument pas. C'était pas s'en prendre aux Palestiniens. Les Palestiniens eux-mêmes, ils le disent. Donc c'est travestir finalement la parole des gens en fait qui sont sur le terrain, mais c'est pas du tout en fait leur rendre service. Voilà. Donc des choses comme ça quand même, ça arrive. Je pense que ça arrive d'une certaine manière aussi avec la guerre. Alors moi je connais très mal l'Ukraine. J'y suis allé qu'une seule fois, mais je pense que ça arrive aussi aujourd'hui. Les guerres sont clivantes par essence, de plus en plus dans nos sociétés. Est-ce qu'on a toujours des grands reporters? Est-ce qu'il y a quand même toujours des gens qui font vraiment leur métier sur le terrain? Tu l'as dit, là on en voit en ce moment qui sont en Ukraine. C'est toujours dans cette même démarche. Ils mettent toujours le même sens dans ce qu'ils font. Écoutez, le hasard a fait qu'en arrivant tout à l'heure ici, l'ami Paul était au téléphone avec un de mes confrères du Figaro, Georges Malbruno, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger là 2 minutes, que j'estime beaucoup. Bien sûr, il y a les très grands reporters, il en fait partie. Georges, là, il s'apprêtait à partir, je crois, en Arabie Saoudite. C'est un mec formidable, il fait très très bien son travail. Même si Emmanuel Macron, devant les caméras de télévision du monde entier, il y a quelques mois, l'a quasi insulté en public. Mais ce qui montre aussi le divorce qu'il y a de plus en plus, d'ailleurs, entre les reporters et le politique. Et ce que se permet le politique vis-à-vis d'un journaliste, ce que personne ne se serait permis il y a quelques années. Donc oui, il y a quand même des grands reporters, des gens qui font très bien leur travail. Les gens dont je parle qui continuent à faire ce métier-là, j'espère que j'en fais partie, parce que je continue à le faire. Et des gens comme lui, bien sûr, qui ont l'envie de donner du sens à l'information, qui ont pris conscience qu'on était aussi dans un moment de l'histoire. C'est ça qui est important. On est dans un moment de l'histoire où la géopolitique connaît des accélérations qu'on n'a pas connues depuis la chute du mur de Berlin, et je dirais même peut-être depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait qu'il est important plus que jamais d'aller témoigner, d'abord et d'une parce qu'on a envie de comprendre, nous, hein, nous sommes des gens curieux de nature, donc on a envie de comprendre ce qui est en train de se passer, donc on a envie d'aller voir, de faire des enquêtes, et puis on a envie de ramener cette information. On dit souvent,
en fait que le reporter, il est là en fait pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui en sont privés, notamment en fait dans ces pays, notamment du Moyen-Orient ou l'Ukraine, etc. Donc évidemment, on est investi, on se sent investi, comment dire, de cette mission en fait de transmetteur, je dirais, mais je crois que c'est pas propre à nous grands reporters. Je pense que quand toi tu animes en fait des émissions, quand tu animes des débats, c'est pareil, tu passes une parole. Donc il faut avoir un cerveau déjà qui est dans l'envie en fait de passer cette parole, de passer ces témoignages là. Donc je crois qu'on fait ça en fait, on est un peu comme des bonnes sœurs en fait, on fait ça par vocation en réalité. On a des vocations qui se construisent et je pense qu'on n'a pas, même si aujourd'hui certains quittent le métier, en tout cas, on n'a majoritairement pas envie en fait de l'abandonner, de le quitter. Un très très beau métier, des grands reporters, confession au cœur des conflits. Vraiment, je vous invite à aller à la rencontre, à la découverte de ces personnalités extraordinaires. Et c'est vrai qu'on apprend une foule de choses et c'est des regards aussi sur notre monde. Je vous rappelle, Emmanuel Razavi, c'est grand reporter, confession au cœur des conflits chez Bolt. Et on va remercier Emmanuel de vraiment sa belle présence.